Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 à la une ce soir. Il a été en France et en Allemagne. Le chef de l'État ivoirien est rentré à Abidjan ce dimanche. Le président Alassane Ouattara a rencontré son homologue français et il s'est exprimé au Parlement européen à Strasbourg. La journée de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin, il y a tout juste 2 jours. Ici en Côte d'Ivoire, la Fondation Children of Africa apporte son soutien aux enfants mineurs détenus à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. La fête des pères est célébrée ce dimanche 18 juin, 2 semaines après la fête des mères. Quel engouement autour de cette célébration? Comment a-t-elle été préparée? Comment la journée a été vécue? Des réponses en début de journal. Et puis le second tour des législatives en France, le taux de participation en baisse, 35,33% à 17h. La République en marche arrive largement en tête avec 355 sièges alors que la majorité absolue est de 289 sièges. Bienvenue à tous dans le 20h. Après un séjour en Europe, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce dimanche. Il a pris part au sommet du G20 sur l'Afrique à Berlin. Il s'est exprimé au Parlement européen à Strasbourg et il a rencontré le nouveau président français Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion ce dimanche par le vice-président, par le Premier ministre et par plusieurs membres du gouvernement. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Je viens de rentrer de Paris après une tournée européenne qui m'a amené d'abord à Paris pour rencontrer le président Macron et ensuite à Berlin pour participer à la réunion préparatoire du G20 pour l'Afrique et enfin donc au Parlement européen à Strasbourg. Avant de faire un compte rendu de cette tournée européenne, je voudrais tout d'abord dire à quel point nous sommes tous affectés par les inondations que le pays a connues, principalement Abidjan et d'autres régions. Et je déplore les victimes, environ une douzaine, et tous les dégâts matériels que nous avons subis. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances aux familles des victimes et aussi présenter mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et à tous leurs proches. D'ailleurs, ces inondations sont la manifestation du problème climatique, des dérèglements climatiques que nous subissons à travers le monde et notamment en Afrique. Et pour parler de ce point, à l'occasion de ma rencontre avec le président français, le président Emmanuel Macron, nous avons longuement échangé sur les dérèglements climatiques, la nécessité pour nous tous de soutenir l'accord de Paris. Je l'ai informé que nous avons d'ailleurs, nous, déjà ratifié et déposé tous les instruments relatifs à l'accord de Paris aux Nations Unies et que nous sommes totalement engagés à ses côtés et aux côtés de l'Europe et de tous les pays qui considèrent que ces dérèglements sont une véritable menace pour l'humanité. Avec le président Macron, nous avons évoqué les questions bilatérales, que ce soit les questions sécuritaires, les questions économiques et financières. Et nous avons bien sûr parlé également de la sous-région, la nécessité de lutter contre le terrorisme et notre volonté bien sûr de faire en sorte que tout ce qui est acte terroriste soit contré et la nécessité de renforcer les renseignements entre notre pays et la France et les autres pays, parce que c'est à partir du renseignement que l'on peut détecter un certain nombre de réseaux terroristes. Nous avons, en matière de coopération économique, parlé d'un projet important pour la ville d'Abidjan, le train urbain que nous appelons le métro d'Abidjan. Et là, le président Macron a été très réceptif et a décidé d'envoyer une mission dès la fin de ce mois de juin pour que nous puissions avancer dans les négociations avec la possibilité de commencer les travaux d'ici la fin de l'année. Il envisage d'ailleurs de participer au sommet Union européenne-Afrique qui a lieu en fin novembre. Et je pense personnellement que si les choses étaient bien avancées,
ce serait une opportunité de poser la première pierre de ce projet important à l'occasion de sa venue pour le sommet Union européenne-Afrique. J'ai été particulièrement impressionné par sa connaissance des dossiers africains, son attachement à la Côte d'Ivoire, à la sécurité des pays. Et je pense que c'est un président avec lequel la Côte d'Ivoire et moi-même aurons d'excellentes relations. Et je lui ai envoyé un message déjà de remerciement pour la chaleur de l'accueil et les entretiens donc très fructueux que nous avons eus. Par la suite, je me suis rendu à Berlin, où j'ai été invité par la chancelière allemande, Angela Merkel, pour participer au sommet préparatoire du G20 et ce sommet consacré à l'Afrique. Et l'Allemagne a pris une initiative de développer ce qu'ils appellent un compact Afrique, que j'ai proposé qu'on dénomme le plan Merkel, pour des investissements massifs sur le continent africain pour permettre donc de créer des emplois et de faire en sorte de renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique. Et 2 pays ont été sélectionnés à l'origine pour ce compact, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais également maintenant le Ghana. Et plusieurs pays qui sont concernés par les actes terroristes ont participé à cette rencontre qui a été une très très bonne rencontre, d'échanges vraiment francs parce que nous avons tenu à dire ce que nous pensions de cette situation et le fait que le plan Marshall a aidé l'Europe et qu'il était important qu'il y ait un plan Merkel qui puisse aider l'Afrique, l'Allemagne étant la première puissance européenne. À cette occasion, j'ai rencontré le président du groupe Siemens qui m'a assuré de sa volonté d'installer une filiale à Abidjan qui va entreprendre des investissements importants. Vous savez, Siemens, c'est le plus gros employeur en Allemagne. C'est une très grande entreprise. De la Côte d'Ivoire, ils vont rayonner sur tout le reste de l'Afrique francophone. Ils ont une filiale en Afrique du Sud et donc l'autre filiale sera donc à Abidjan. Nous avons également rencontré le président allemand, qui est ancien ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons eu des entretiens très fructueux pour voir comment renforcer davantage les excellentes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Ce fut donc un séjour très intéressant, très fructueux, et je m'en félicite. Plusieurs chefs d'État de la sous-région y étaient présents. Nous avons pu nous concerter sur les questions d'intérêts régionaux, continentaux, etc. Et nous sommes très heureux que nous ayons eu cette opportunité. En Allemagne, il y avait également la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et le président de la Banque mondiale, Jim Kim. Et ceci nous a donné l'occasion de parler également de la coopération financière. Et ils nous ont tous félicités pour le succès éclatant du roadshow qui a permis à la Côte d'Ivoire de mobiliser des ressources importantes, aussi bien en euros qu'en dollars ces dernières semaines. Je crois que le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé. Et par la suite, je me suis rendu à Strasbourg pour présenter un peu notre situation au Parlement européen. Vous savez, le Parlement européen est un parlement qui a une diversité de représentation des élus de 27 pays européens. Donc c'est un parlement qui est assez critique. Et j'ai été heureux d'apprendre que la Côte d'Ivoire est quasiment le seul pays africain qui n'a pas de communiqué négatif sur sa gestion depuis 5 ans. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour cette excellente nouvelle parce que ce Parlement a des communiqués quasiment toutes les semaines sur tous les pays du monde, et notamment sur les pays africains. Je ne les citerai pas, mais c'est dire que la Côte d'Ivoire véritablement est dans un processus de reprise de paix et de sécurité. Et à l'occasion de ma présentation au Parlement européen, j'ai évoqué surtout les défis qui sont les nôtres, les défis concernant la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, comme bien sûr dans la sous-région et sur le continent, les défis liés aux questions climatiques. Nous avons parlé également de la question migratoire et la nécessité pour bien sûr les Africains de se prendre en charge
mais pour l'Europe, de prévoir des investissements massifs. Et c'était l'occasion de parler à nouveau du plan Merkel pour que l'Europe puisse aider les pays africains à créer des emplois, notamment pour les jeunes, pour maintenir les jeunes en Afrique. Donc c'est un dossier important pour le continent. Et d'ailleurs, à l'occasion du sommet que nous aurons ici, Union européenne-Afrique, nous aurons à parler de la question de l'emploi des jeunes. Ce sera l'un des thèmes essentiels de ce sommet parce qu'il nous faut développer les emplois. Il faut que les jeunes africains aient confiance que ce continent a des potentialités et que les choses se développent de manière totalement positive et que la place de ces jeunes, c'est d'abord en Afrique. Et j'ai insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire était un exemple d'intégration réussie, car le quart de la population ivoirienne est constitué de ressortissants d'autres pays, notamment des pays voisins, qui sont bien intégrés, qui vivent en bonne harmonie et qui contribuent à la croissance de l'économie ivoirienne. Et j'ai donc demandé aux Européens de ne pas avoir peur et de s'ouvrir pour les jeunes Ivoiriens qui peuvent aller étudier, se former, qui peuvent revenir en Afrique pour rendre service à leur pays et au continent. J'ai également parlé des défis concernant la démographie, parce que, voyez-vous, le continent africain doit faire plus d'efforts de contenir la croissance démographique. Parce que si un pays a 2 ou 3% de croissance de la population tous les ans, cela veut dire que pour augmenter le revenu par tête d'habitant, il faut au moins un taux de croissance d'au moins 2 à 3%. Et si le taux de croissance n'atteint pas 5 ou 6%, on ne peut pas réduire la pauvreté. Donc c'est important, et je l'ai dit, que les pays africains réalisent, et c'est notre point de vue ici, que nous devons faire des efforts de mieux maîtriser la croissance démographique et de faire en sorte que nos populations soient dans les meilleures conditions. Et ceci a été fortement apprécié parce qu'en 2050, des pays comme le Nigeria seront plus peuplés que l'Indonésie ou les États-Unis. Et j'ai indiqué que des pays comme l'Éthiopie ou le Congo démocratique, le Congo-Kinshasa, feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde. C'est-à-dire que sur à peu près les 10 pays les plus peuplés au monde, il y en aura 3 ou 4 qui seront africains. Et pour cela, il faut que la croissance puisse être forte et qu'en même temps, on puisse maîtriser la croissance de la population tout en créant les conditions les meilleures pour les peuples africains. Voilà, le président Alassane Ouattara a fait le point de son séjour en Europe dès son arrivée ce dimanche sur le sol ivoirien. La journée de l'enfant africain 2017, la Fondation Children of Africa est aux côtés des enfants en marge de la société et de la justice. Elle a fait des dons en nature aux enfants mineurs de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Abiba Dombele Saoué. Surtout ne pas les oublier, les enfants en détention carcérale, leur apporter de l'espoir et le bonheur. C'est le sens de la cérémonie de commémoration de la journée de l'enfant africain, organisée par la Fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara ce samedi 17 juin 2017 au Centre d'observation des mineurs de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan de Yopougon. Le thème, l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique. Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Des dons composés de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de toilettes, d'équipements sportifs, de machines à coudre, d'électroménagers, matelas, ordinateurs et de matériel agricole. Ce soutien permettra d'améliorer non seulement le cadre de vie des jeunes pensionnaires du centre, mais surtout faciliter leur insertion sociale. Les festivités de cette journée ont permis à ces jeunes de montrer leur savoir-faire aux visiteurs à travers des ballets et des sketchs. Béatrice Durand, responsable des affaires sociales à la Fondation Children of Africa, a délivré un message d'encouragement aux jeunes détenus. Je vous demande de prendre à cœur vos ateliers de formation, car je suis convaincue que lorsque vous sortirez du centre COM, vous n'y reviendrez pas. Vous devez réussir votre vie et vous allez réussir votre vie. La directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, Madame Marguerite Goun Kofi, a expliqué la mission
et le rôle de son centre. Elle s'est réjouie pour sa part de la portée de l'action de reconstruction sociale et psychologique des enfants, qui a permis la réintégration sociale de plusieurs ex-jeunes détenus. Les enfants qui nous sont confiés ici, ce sont des enfants totalement normaux, qui ont les mêmes aspirations que les jeunes de leur âge, mais qui ont un parcours de vie. Et à un moment donné de leur parcours de vie, ils ont eu à commettre des actes dont les raisons sont multiformes, et ce sont ces actes-là qui les ont amenés ici. Daniogo Kapari, directeur du Centre d'observation des mineurs, a indiqué que ce geste de grande générosité de la présidente fondatrice de Children of Africa vient soulager le centre dans ses tâches. Selon lui, cet acte démontre l'importance que la fondation Children of Africa manifeste à l'endroit de la jeunesse. Les pensionnaires ont tenu non seulement à remercier la fondation Children of Africa pour la visite à la faveur de la célébration de la Journée de l'enfant africain instituée en 1990 par l'Union africaine et commémorée officiellement chaque 16 juin, mais également pour les nombreux dons et pour le repas copieux. Créé en 1980, le Centre d'observation des mineurs héberge actuellement 100 mineurs, dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans, soit 95 garçons et 5 filles. Il dispose de 5 cellules de 12 lits chacune et de 7 ateliers, dont l'agropastoral, la couture, le dessin, la menuiserie et l'introduction récente de la musique de la danse, en plus d'une cellule d'alphabétisation. La fête des pères est célébrée aujourd'hui dimanche 18 juin. Une journée dédiée à tous les papas, une occasion pour leur faire des cadeaux, mais surtout leur exprimer l'amour, l'affection et le bonheur procuré par leur présence au quotidien. Frédéric Oulaï et Franck Wadio. Après les moments, au tour des papas d'être célébrés. Un tour à travers le district d'Abidjan. Magasins et boutiques se prêtent au jeu du constat de l'engouement populaire autour de la fête des pères. Toute la semaine, il n'y a pas eu de clients qui ont parlé de la fête des pères. On ne sait même pas si à la fête des pères. Je voudrais dire que la fête des pères, bon, je vois que ça fait du tapage, depuis un certain temps on en parle. C'est pas mauvais. Il y a des papas qui sont quand même spéciaux. Mon mari, pourquoi pas, il n'est pas mauvais, il est gentil avec moi. Donc lui, il mérite qu'on le fasse, sinon c'est pas évident. Avis tranché donc pour Edith. D'autres ont des positions contraires. Mariam s'est rendue dans un magasin d'articles pour hommes. Elle a une surprise pour son mari. Ma fête des pères, vraiment, c'est une joie pour moi. Malheureusement, j'ai perdu mon papa tôt avant de me marier. Donc, je considère mon mari comme mon papa. Même je l'appelle papa à la maison, lui, je m'appelle maman. Donc, fête des pères, vraiment, je suis passée au magasin depuis le matin et réservé un pantalon, un blazer pour lui faire une surprise. Le constat est clair. Peu d'affluence dans les magasins, les grandes surfaces ou même dans les marchés. Quelques commerçants, cependant, se frottent les mains, en particulier les vendeurs d'articles pour hommes. Les femmes viennent pour une rendre visite pour payer un peu les habits pour les fêtes des pères. Concernant la fête des pères, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a constaté qu'il y a beaucoup d'affluence au niveau des femmes en notre boutique ici. Les femmes sont venues, certaines femmes ont acheté des chemises, des polos, des ceintures, des chaussures. Je connais même une femme qui a payé une chaussure assortie avec la ceinture pour son mari, pour rapport à la fête des pères. Des grandes surfaces. Nous nous rendons dans une famille. Chez les Koulibaly, le chef de famille exprime sa résignation. Vraiment, moi, ça m'a surpris. C'est pas le dit de ma femme que j'ai su que demain c'était la fête des pères. Tu sais, les hommes, nous, on est toujours partis. On ne peut pas enregistrer tout. Un homme, là, quand tu te lèves le matin, il faut aller picorer, venir nourrir la famille. On ne peut pas enregistrer tout. Souvent, ce sont les enfants ou les femmes qui nous révèlent pour dire que vraiment c'est telle fête, telle fête. Même la fin du mois, souvent, on oublie. Mais la maîtresse des lieux a quelques idées. La fête, cette année, sera particulière. À l'occasion de la fête des pères, j'ai prévu lui acheter un petit cadeau, comme j'ai pour habitude de le faire. Juste après la fête des mères, je sais déjà que quelques semaines après, vient la fête des pères. Donc déjà, après la fête des mères, je me prépare en conséquence. J'essaie de faire les magasins, j'essaie de le titiller un peu, lui demander ce qu'il aime. Et déjà derrière la tête, j'ai une petite idée. Donc quand je sors de là, je sais automatiquement ce que je dois acheter pour lui. Négligence des hommes, faible engouement médiatique, quelques raisons du désintérêt général.
selon certains avis. Ils sont un peu négligents sur les bords. Donc l'appel que je peux lancer aux hommes, c'est d'essayer d'être un peu plus regardant au niveau de la famille, de s'imprégner dans l'éducation des enfants et surtout de chérir leurs femmes et de leur montrer quels sont leurs moments. C'est quand même quelque chose d'important pour la femme, de célébrer son homme. C'est-à-dire que quand l'homme vous consacre votre journée, il faut pouvoir à votre tour le lui rendre. Il faut pouvoir aussi lui dire que vous savez qu'il a un jour qui lui est dédié et que qu'elle puisse aussi à elle leur tour de célébrer leur mari, c'est très important. La première célébration de la fête des pères s'est déroulée le 19 juin 1910 dans l'État de Washington, aux États-Unis. Parlons maintenant de lutte contre la déforestation. Produire du cacao de bonne qualité tout en luttant contre la déforestation, c'est le défi que s'est lancé le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable en signant un partenariat avec une multinationale de transformation de cacao. Grace Kando nous explique. Une multinationale chargée de la transformation du cacao et le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable viennent de signer une convention. Les deux structures s'engagent à améliorer la durabilité des systèmes de production, à établir un système de suivi des producteurs de cacao et à contribuer à la protection du couvert forestier. La problématique donc de la déforestation pour notre pays est une préoccupation. Toutes les initiatives qui vont dans le sens d'accompagner la Côte d'Ivoire à atteindre cet objectif donc à l'horizon 2030, qui est donc de restaurer notre couvert forestier à hauteur de 20%, ils sont en train de se concrétiser. C'est un peu une concrétisation de nos engagements qu'on avait déjà pris lors de la conférence des Nations Unies en 2014. Il était important pour nous de signer cet accord parce que ça nous permettra d'accroître nos capacités, d'avoir des appuis techniques. C'est ensemble qu'on ira bien plus loin. L'entreprise de transformation de cacao a déjà mené plusieurs actions, entre autres formation de producteurs aux bonnes pratiques agricoles, accompagnement de jeunes pour la création d'entreprises. En 2012, la structure a aussi signé un accord avec le Conseil Café Cacao. Objectif, la mise en œuvre d'un programme qui vise à soutenir les producteurs d'ici à 2020. Nous sommes au 23e jour du Ramadan, le mois de jeûne en islam. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire a fait des dons en denrées alimentaires à une quarantaine de structures islamiques qui œuvrent dans le domaine social. Franck Quadio. Des sacs de riz, de sucre et une trentaine de boîtes de lait. C'est le don fait par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, aux responsables de 40 associations et structures islamiques, des dons destinés aux démunis. Ce matin, nous sommes là pour la redistribution de tous les dons que nous avons reçus pendant le mois de Ramadan, que le COSIM a reçu avec l'instruction du Cheikh Laïma Bokar Fofana. Nous sommes là aujourd'hui pour la redistribution aux associations et aux ONG à leur tour qui doivent les distribuer aux ayants droit. Ça veut dire les pauvres, les nécessités. Des vivres comme une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires, ils entendent en faire bon usage. On va le distribuer aux orphelins qui sont déjà identifiés parce qu'en France, on a déjà identifié les veufs de Port-Bouilly. Nous sommes prêts à distribuer aux nécessiteux. Nous disons grand merci au COSIM et à son président, et au président de la République aussi. Vraiment, nous souhaitons que ce soit ainsi chaque année. Ce don découle du geste fait par le président de la République, Alassane Ouattara, au Conseil supérieur des imams. En plus des associations islamiques, des dons sont faits aux sections du COSIM dans les 10 communes du district d'Abidjan, y compris Songon, Bengéville et Anyama. L'actualité internationale est marquée ce dimanche par le second tour des élections législatives en France. Le taux de participation était de 35,33% à 17 h. La République en marche arrive largement en tête avec 355 sièges à l'Assemblée nationale alors que la majorité absolue est de 289. Loin derrière arrivent les Républicains avec 125 sièges, le PS, les partis de gauche avec 49 sièges, la France insoumise et le Parti communiste totalisent 30 sièges et 8 sièges pour le Front National qui ne peut donc pas constituer de groupe à l'Assemblée.
Le reste de l'actualité internationale de la semaine, résumé en 3 minutes et demie, le 7 sur 7 par Sidonie Davila. L'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné à 30 jours de détention lundi soir, épilogue d'une journée de mobilisation de ses partisans. Plus de 1500 de ses soutiens anticorruption ont été interpellés dans toute la Russie. Des milliers de manifestants avaient répondu à l'appel d'Alexei Navalny à descendre dans les rues du pays pour dénoncer la corruption. Le Kremlin y voit une provocation. Mardi, plus de 750 personnes ont été touchées par une intoxication alimentaire dans un camp de déplacés près de Mossoul, ont annoncé des responsables irakiens et onusiens sur place. Les réfugiés ont été intoxiqués après avoir ingéré le repas de rupture du jeûne du Ramadan. Ce repas avait été apporté par un restaurant local à la demande d'une ONG. Dans la nuit du mardi au mercredi, un incendie dramatique a ravagé tout un immeuble du centre de Londres, Grenfell Tower, en l'espace de quelques heures. Le dernier bilan de cet immeuble d'habitation de 27 étages, comptant plus de 600 personnes, fait état d'une dizaine de disparus, au moins 30 morts et 78 blessés. La première ministre, Theresa May, a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur ce désastre. Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir émis 12 mandats d'arrêt à l'encontre des agents de sécurité du président turc. Ils sont tous suspectés d'avoir agressé le mois dernier à Washington des manifestants kurdes pacifiques. Recep Tayyip Erdogan a violemment condamné cet acte au cours d'un discours à Ankara et a déclaré « Nous nous battrons politiquement et juridiquement contre cette décision ». Il était âgé de 87 ans, l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl s'est éteint vendredi dans son village natal. À la tête de l'Allemagne fédérale de 1982 à 1998, Helmut Kohl est l'artisan de la réunification allemande et l'un des pères fondateurs d'une Europe qu'il voulait unie et prospère. Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda, est autorisé à briguer un 3e mandat cette année. Il a été officiellement investi ce samedi, candidat à l'élection présidentielle de 2017 par le FPR, Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir depuis 1994. À l'issue de cette investiture, le président rwandais a appelé les membres de son parti à réfléchir à son éventuelle succession. Un gigantesque incendie s'est propagé dans la région de Leira, dans le centre du Portugal. Le feu qui s'est déclaré samedi peu avant 15 h, heure locale, a fait au moins 62 morts et une cinquantaine de blessés. La plupart des victimes se sont retrouvées piégées par les flammes dans leur voiture alors qu'elles circulaient sur une route à proximité. Le gouvernement portugais a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce dimanche. Appuyées par les États-Unis, les forces irakiennes ont lancé ce dimanche l'assaut pour chasser l'État islamique de son dernier fief de Mossoul, ville du nord du pays dont il s'était emparé depuis juin 2014. Les frappes aériennes ont commencé juste après minuit. L'objectif est de reprendre le contrôle de la totalité de la deuxième cité d'Irak, où sont pris au piège, selon l'ONU, quelques 100 000 civils. L'ex-international ivoirien Cheikh Ismaël Tioté a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Williamsville. Décédé le 5 juin dernier en Chine, des suites d'un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement, la dépouille du footballeur est arrivée à Abidjan le jeudi 15 juin. Mamadou Kwasi. Nous ne sommes pas dans un stade pour une finale de coupe ou encore pour une compétition de quartier. Nous sommes bel et bien au cimetière municipal de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, où repose à jamais Cheikh Ismaël Tioté, ex-footballeur international. Une mobilisation de supporters, d'amis et anciens coéquipiers de Cheikh Ismaël Tioté pour l'accompagner à sa dernière demeure. Avant cette phase ultime, l'ex-champion d'Afrique a reçu l'hommage de toute la nation ivoirienne. Et pour cette étape à Ivosep à Treichville, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aux côtés de la famille, accompagné de quelques membres du gouvernement, des membres de la Fédération ivoirienne de football, des joueurs internationaux et des supporters de l'équipe nationale et des anonymes. Une cérémonie d'hommage rythmée par des honneurs militaires et des témoignages d'anciens coéquipiers et surtout de l'imam de Newcastle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un
avec tant d'argent, avec tant d'honneur, mais humble et modeste. Mon cher Tioté, fils de 13 juifs, tout 13 juifs te pleure, tout Yamsokro te pleure, tout Yeningwe te pleure. La Côte d'Ivoire entière te pleure parce que tu étais citoyenne de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est quelqu'un de très gentil, très humble, qui était toujours souriant. Même quand je le taquinais et tout, mais il restait toujours souriant. Et on a passé de très bons moments ensemble en sélection. Avant son départ de Treichville, la dépouille de Cheikh Ismaël Tioté a reçu son dernier show du Comité national de supporters des éléphants. Après Treichville, cap sur la grande mosquée de la Riviera Golf. Ici, moment de recueillement. Des prières sont adressées au Tout-Puissant en faveur de Cheikh Ismaël Tioté. Une prière mortuaire dirigée par son imam, l'imam de Newcastle, venu spécialement accompagner son fidèle à sa dernière demeure. Fini donc le parcours du champion d'Afrique sur terre. Adieu Cheikh Tioté, que la tête soit légère. 8e jeu de la francophonie pour cette édition d'Abidjan. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire a initié une prière en soutien à l'organisation de l'événement dans la capitale économique. Isaïo. La mobilisation pour le succès des 8e Jeux de la francophonie se poursuit. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire marque son adhésion totale pour l'organisation de ces Jeux à Abidjan. Nous avons choisi la lecture des livres saints pour que nous sachions qu'il y a un seul Dieu. Nous avons été heureux que le gouverneur nous associe et on a pris notre place normalement. Nous implorons le Seigneur aujourd'hui, à travers ces 2 lectures, afin qu'il mette sa miséricorde pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. Tout ce que nous demandons à Dieu, que ce soit la paix et l'amour, que ça puisse avoir un impact direct sur tous les participants, d'abord les Ivoiriens, et également aussi tous ceux qui participeront d'une manière ou d'une autre. Cette journée consacrée à la lecture des Saintes Écritures a été l'occasion pour musulmans et chrétiens de revisiter le Coran et la Bible afin de mettre la Côte d'Ivoire sous la protection divine pendant les Jeux de la francophonie. Le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begremambé, qui a participé à cette journée de prière, a salué l'union des religieux en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a été représenté par Koné Faber Mariam. Nous sommes à J-32 de ces Jeux de la francophonie. Le rendez-vous d'Abidjan se prépare. La francophonie magnifie la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche, en particulier à Korogo, dans la région du Poro. En langue sénoufo, Korogo signifie héritage. En pays sénoufo, on procède à plusieurs rituels de consécration et de purification, dont le plus important est l'initiation au Poro. Un rituel traditionnel pour l'éducation et l'initiation des hommes. Une société secrète à laquelle l'initiation se fait dans les bois sacrés à l'extérieur du village. Très bonne fête à tous les papas.